Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La vie suffit. Est-ce que vous êtes déjà surprise à juger une femme pour son corps, sa voix, ses choix de vie? Pourquoi est-ce que parfois on ressent un petit relent d'agacement envers certaines féminités alors qu'on est une femme? Comment on fait pour s'éduquer sur le sujet du féminisme et même comment est-ce qu'on va vivre avec parfois nos contradictions, nos paradoxes? Bien écoutez, dans cet épisode, je suis allée rencontrer une femme qui m'inspire énormément. Je nomme Noémie Delattre, qui porte sa voix sur le féminisme. Et dans cet épisode, je partage aussi avec vous mon propre cheminement et aussi comment j'apprends à me déconstruire et à mieux comprendre la cause des femmes. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode que vous allez écouter juste après cette courte intro. Alors, ça fait un moment que je réfléchis à faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. Le truc, c'est que je n'ai pas du tout le cran de le faire seul. Et que surtout, je pense que je suis mal placée pour le faire. Enfin, voilà, en tout cas, j'ai cette croyance-là à l'heure actuelle. Et surtout, je pense que je serais très maladroite si j'abordais ce sujet toute seule comme je l'aborde d'autres manières, d'autres sujets de cette manière-là, plutôt seule sur le podcast. Donc j'ai voulu le faire sous une forme de discussion. Vous le savez, ça fait vraiment un moment que je porte ma voix pour les femmes, sur la cause des femmes. Et ça fait à peine quelques mois que j'ose, voilà, on va dire, assumer un petit peu plus mes opinions sur ce sujet-là et me positionner un peu plus. Ça a mis du temps parce que j'étais vraiment très effrayée pour le faire. Et ça me semble quand même être important, en tout cas pour moi, question d'intégrité. Ça me semble être très important de ne pas me positionner comme étant une personne, qui se revendique féministe et qui l'est et qui l'a toujours été et cetera, parce que c'est pas du tout le cas et ça me semblait être, intéressant pour vous, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent aussi, de savoir que ça a pas toujours été le cas, que je pense que je reviens de loin. Je reviens de loin, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Et puis, 2, j'espère aussi que ça peut, rassurer aussi beaucoup de femmes qui essaient de s'ouvrir sur ce sujet-là, mais même, des femmes ou des hommes qui essaient de s'ouvrir sur ce sujet-là. Rassurer, déculpabiliser. Puis, la discussion est super drôle, en fait, finalement, même si c'est très intéressant, ça reste très drôle. Donc l'idée, c'est, voilà, d'apporter, pourquoi pas, de l'information, comme quoi il est jamais trop tard pour commencer à s'éduquer sur ces sujets-là. Et surtout, c'est quelque chose que j'explique depuis 2023. Je pense que c'est profondément nécessaire en tant que femme, d'apprendre à comprendre d'où viennent nos conditionnements et pourquoi, souvent en tant que femme, il y a des choses que l'on vit et des souffrances qu'on s'impose qui sont liées à une misogynie qu'on a nous-mêmes en fait internalisée. Et donc c'est mon cas, c'est clairement mon cas et donc j'apprends à me déconstruire, petit à petit aussi. Voilà et je passe par toutes les couleurs en fait, je me suis rendu compte, je mets des mots sur des choses que j'ai vécues, je me rends compte de ce à quoi j'ai aussi contribué, des comportements que j'ai pu avoir aussi, envers moi, envers d'autres femmes, à quoi c'est lié. Donc voilà, bref, je passe un peu par toutes les couleurs. Il y a des moments qui sont, délirants, des moments qui sont, où il y a beaucoup de honte et de culpabilité et cetera. Et si vous voulez, c'était un peu toutes ces nuances-là du chemin de déconstruction et de réappropriation de la féminité que j'avais envie d'aborder avec Noémie parce que je trouve qu'elle est très bien placée. En gros, pour vous expliquer, moi, j'ai toujours pensé que j'étais féministe. Non, mais en fait, quand j'y repense, c'est lunaire, mais j'ai toujours pensé que je l'étais et je me rappelle que même en 2020, on m'a déjà posé la question et je me rappelle qu'à ce moment-là, la réponse, c'était un ouais, je sais pas, ça me semble évident. En fait, je trouve que c'est juste même une question d'ailleurs qu'il faudrait pas poser parce qu'en fait, tout le monde l'est. Les gens qui le sont pas, c'est juste des gens qui ont vraiment un problème. Et je me rappelle que d'ailleurs je répondais, pour vous dire, mais vraiment le manque d'éducation sur le sujet et de compréhension du sujet, c'est hallucinant. Je disais qu'en fait, oui, j'étais féministe, mais j'étais aussi humaniste et j'étais même persuadée, je pensais, grosse désinformation, je pensais même que le masculinisme, c'était l'équivalent du féminisme, mais pour les hommes. Bon, j'avais rien compris. J J'avais rien compris. J'avais rien compris et je sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, je parlais déjà pas mal de la colère que je ressentais, de la sensation d'injustice, de la honte et cetera. Et je m'étais persuadée que pour pouvoir, avancer sur ces sujets-là et peut-être que dans le développement personnel, j'aurais des réponses, peut-être que dans la spiritualité, j'aurais des réponses et cetera et cetera. Et en fait, ce qui s'est passé, en 2021 et ce qui me suit toujours aujourd'hui, c'est qu'en fait, à partir de 2021, j'ai décidé d'arrêter de suivre les dogmes
qu'on trouve parfois dans le dev perso ou dans la spiritualité new age ou quoi que ce soit, en comp en qui me faisait ressentir et encore une fois, peut-être que c'est juste mon interprétation, mais pas uniquement, je pense que c'était, moi uniquement le problème et cetera. Alors je suis toujours, pro ultra responsabilité, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, à partir de 2021, j'ai commencé à travailler, avec plein d'outils, avec le développement personnel, la spiritualité, la thérapie et cetera évidemment, sur des choses qui s'étaient passées, dans mon enfance, dans ma jeunesse et puis dans ma vie de femme encore aujourd'hui et je me suis rendu compte, vous allez voir que Noémie en parle aussi, dans son cas, dans l'épisode. Je me suis rendu compte qu'en fait, une énorme partie de la honte que je ressentais, en fait, était liée à mon genre. Sans que je puisse l'expliquer de manière forcément très rationnelle et sans que je puisse passer «au-dessus», j'allais dire, entre guillemets. Même chose pour la colère, même chose pour le sentiment, d'injustice, et il y a des réponses que je ne trouvais pas dans le: «Bah, faut juste que tu travailles sur toi». Il y a beaucoup de réponses que je trouvais pas parce que j'avais vraiment cette espèce de vous savez, le syndrome de Cassandre dont je vous parlais dans un épisode de la semaine dernière? J'avais cette sensation, en fait, de devenir folle parce que je percevais des choses qui, à l'extérieur, qui tournaient pas rond, en fait. Et donc à partir de 2021, j'ai vraiment commencé à comprendre qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de honte, que je ressentais, en fait, que c'est pas que ça m'appartenait pas, c'est qu'en fait, je ressentais de la honte alors que je n'avais strictement rien fait. Donc c'est seulement à partir de 2021 que j'ai commencé à comprendre la gravité des agressions sexuelles, du harcèlement, des choses comme ça que j'avais pu vivre et en fait, OK, je suis responsable, d'accord, c'est bien beau, mais c'est pas du tout moi, finalement, la responsable de cette agression, c'est pas du tout moi la coupable, enfin rien du tout. Donc c'est seulement en 2021 que j'ai commencé à travailler, en fait, sur ces agressions-là et que ça a commencé à débloquer pas mal de choses et que ça m'a fait aussi comprendre que non, en fait, je pensais que j'étais féministe, mais j'avais rien compris du tout et que j'ai commencé à beaucoup plus m'éduquer sur tous ces sujets-là. Et forcément, ça m'a mis depuis 2021 et c'est toujours le cas encore aujourd'hui, ça me met, petit à petit, en fait, plus j'avance, plus je comprends rien et que enfin, on va dire ça comme ça, je comprends, mais que en fait, je sais pas grand-chose et qu'il faut toujours continuer à s'éduquer pour essayer de voir par tous les prismes possibles, surtout quand c'est pas par le nôtre. J'ai surtout, en fait, ça m'a surtout mise en face de moi, des dissonances cognitives, mais surtout, j'ai vu depuis 2021, je vois à quel point j'ai internalisé la misogynie. Et aujourd'hui, j'entends rarement des femmes dire qu'elles sont misogynes, alors que je crois que c'est super important de le reconnaître et de reconnaître qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a intégrées dans nos croyances, dans nos conditionnements, dans nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres femmes et même vis-à-vis des hommes et cetera. En fait, une forme de misogynie qui fait qu'en fait, c'est tout le temps en train de diminuer la femme, de diminuer son corps, de la soumettre à des injonctions, de montrer qu'elle doit être dominée et cetera. Donc moi, j'ai eu besoin de passer par là, en fait. J'ai eu besoin de passer par cette étape-là, de reconnaître, en fait, que j'avais complètement internalisé ça, de me rendre compte, en fait, que c'était depuis très jeune que j'avais internalisé ça, que c'était même que depuis que j'étais enfant et que c'était une manière de penser, voilà, qui était pas, aujourd'hui, je veux dire, qui est lunaire, hein, mais je sais très bien que si je pense comme ça, c'est aussi parce que j'ai appris à penser comme ça, évidemment. Mais j'ai vraiment dû passer par ce truc, douloureux de me rendre compte qu'en fait, que j'avais internalisé, mais vraiment intégré, le mot c'est vraiment intégré, de la misogynie et que je me malmenais à cause de ça et que je contribuais également et donc ça a été extrêmement douloureux pour moi, de me rendre compte que je contribuais à véhiculer aussi des idées qui étaient aussi misogynes. Donc ça, c'est ce que je vous dis, je sais très bien, j'ai beaucoup d'encouragement de votre part qui me disent: «Mais en fait, il vaut mieux changer d'avis, mieux vaut tard que jamais» et cetera. Je sais très bien, merci. Mais ça a été quand même très douloureux aussi et puis c'est toujours le cas aujourd'hui de se rendre compte de ce à quoi on a contribué et de plein de petits trucs, que ce soit là dans mon travail sur les réseaux sociaux ou que ce soit, même dans ma vie de tous les jours. Et je me rappelle d'une anecdote dont je crois que je parle pas dans l'épisode, où, la 1re fois que j'ai eu, un discours, qui était grave en fait, enfin en tout cas dont la première fois dont je me rappelle, j'avais 13 ans et je me rappelle que j'étais avec ma meilleure amie, on était sur la piste cyclable avec nos vélos là et elle me raconte qu'il y a une fille, du collège, qui s'est fait, violer, dans notre ville en fait, là où on habitait en banlieue et cetera et je me rappelle qu'à ce moment-là, la première chose que j'ai pu dire, c'est: «Ouais, mais en même temps, elle était habillée comment?» Donc vous comprenez que c'est extrêmement problématique et je pense qu'on le comprend aujourd'hui, 2025, voilà. Vous comprenez à quel point c'est extrêmement problématique et que c'est la culture du viol par excellence. Sauf que moi, en fait, je réfléchissais de cette manière-là déjà à 13 ans et je me rappelle que ma meilleure amie m'avait recadré et c'est la première fois
que, je me suis fait recadrer et que j'ai appris à comprendre en fait, de la bonne manière les choses, elle m'a dit: «Non mais en fait Chloé, pas du tout. En fait, quand une fille dit non, c'est non et c'est juste tout le temps non. Peu importe comment elle est habillée, peu importe à quelle heure c'est, peu importe où c'est et cetera. Quand c'est non, il y a rien qui justifie ça» et elle avait 13 ans. Donc il y avait déjà un énorme décalage en fait de mentalité. En fait, ça m'a vraiment marqué ce moment parce que quand elle me l'a expliqué, j'ai tout de suite été d'accord avec elle en me disant: «Bah oui, mais merde, en fait, c'est vrai, c'est totalement vrai» et pour vous dire, voilà, enfin, moi, ça me choque de me dire: «Putain, à 13 ans, j'avais déjà tellement intégré le fait que, bah, en fait, une fille qui se fait agresser, c'est de sa faute», ce qui est vraiment terrible, quoi, que je le sortais normal, en fait, en étant persuadée que c'était la bonne question à poser, quoi. Voilà, donc ça, c'est une des premières fois, dont je me rappelle qui m'a marquée, hein, 13 ans. Mais bon, évidemment, après, par la suite, même chose. Dans le dev perso, dans la spiritualité, même chose. J'ai mis beaucoup de temps aussi avant de déconstruire certaines notions qui sont véhiculées, qui sont, ultra sexistes et cetera, bref et donc c'est aussi pour ça que j'avais très, très peur de vous parler de toutes ces notions-là, en public parce que, comme je vous dis, ça demande de se rendre compte à ce à quoi on a contribué, de bon mais de pas bon et aussi et puis surtout ça demande de réapprendre, ça demande de rééduquer, puis ça demande de faire bouger son contenu et cetera et je sais que vous le savez. Du coup, c'est aussi ce que j'essaye de faire depuis 2023, c'est de faire bouger mon contenu en alignement avec mes valeurs profondes et non pas de suivre des choses qui sont enfin, même si j'ai toujours essayé de faire des choses qui étaient alignées, depuis 2023, j'essaye vraiment de faire en sorte que, ça suit mes valeurs et l'éducation que j'ai désormais sur ce sujet-là. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà. Bref, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est vraiment pour, donner une intro à ce sujet-là et vous expliquer qu'en fait, non, j'ai pas toujours été féministe et qu'aujourd'hui, en fait, je suis en train d'apprendre à l'être et ça me paraît lunaire de dire ça, mais je crois qu'il faut le dire, en fait. Je crois que c'est important parce que c'est en fait, c'est encore une fois se considérer, alors pas comme une étudiante sur le sujet, mais, il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à apprendre et même quand on pense qu'on connaît des choses là-dessus, on a toujours à apprendre quand on se rend compte qu'en fait on est privilégié. J'en parle à un moment donné dans le podcast, je le dis à Noémie, je dis: «Tu sais quand on n'est pas énervé par une injustice, c'est que on est forcément du bon côté des privilèges». Et donc c'est la même chose avec le féminisme blanc, quand on n'est pas une femme racisée, il y a plein de choses de discrimination qu'on ne connaît pas. Donc bref, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-là, mais je voulais vraiment vous expliquer pourquoi du coup je me suis rendue chez Noémie Delattre. En fait, ce qui se passe, c'est que Noémie Delattre, c'est une artiste et une femme qui porte sa voix, que j'admire, vraiment particulièrement et que je suis allée voir, en spectacle en 2024 et donc j'y suis allée avec, Chris, mon conjoint, je suis allée avec des potes et cetera et je suis allée avec ma fameuse meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, la même que de quand j'avais 13 ans, quoi et bref et en fait, on a passé le spectacle à mourir de rire et pleurer en même temps. Parce que elle est drôle, mais drôle à en pleurer tellement c'est drôle et à la fois, tout est tellement vrai et c'est tellement triste parce que le sujet dont on parle est finalement très grave que, on passait du rire aux larmes et du larme au rire et en fait, ça a été ça pendant tout le spectacle et donc bon, forcément, ça déclenche beaucoup de discussions derrière. Ça déclenche quelques «embrouilles» aussi, entre guillemets, mais ça déclenche des discussions qui sont très intéressantes. Le spectacle a fait beaucoup bouger mon conjoint et ça évidemment, ça a continué de me faire bouger moi. Ça m'a, donné pas mal de courage sur, le fait de beaucoup plus assumer ce travail que je fais depuis 2021, dont j'osais pas du tout parler en fait, bah, de nouveau comme je l'explique dans l'épisode, vous allez voir parce que j'ai peur de passer pour la féministe relou quoi, alors qu'au fond c'est des choses que j'ai envie de soutenir. Et en fait, voilà, cette femme, je la trouve, vraiment vraiment inspirante. Je trouve ça super courageux, super audacieux, puis à la fois la manière dont elle le fait, hem, c'est très chouette et très inspirant parce que c'est artistique, que c'est très drôle, donc c'est très accessible à tout le monde et à tous les genres et à tous les sexes. On passe un vrai bon moment et en même temps, c'est éducatif et je trouve ça, enfin, vraiment fantastique ce qu'elle fait. Et donc elle parle très bien de cette espèce de sentiment de dissonance cognitive qu'on peut ressentir parfois quand on s'ouvre sur ce type de sujet-là, qui sont des problématiques systémiques. Et c'est ce que je vous disais dans l'épisode d'avant, quand on s'ouvre aux problématiques systémiques, que ce soit l'écologie, le racisme, le féminisme et ce genre de choses-là, c'est des problématiques qui sont et individuelles et collectives et systémiques. Donc forcément, il y a plein de moments où en fait on vit dans des dissonances cognitives. Et ça peut être super inconfortable. Et puis on peut se rendre compte de nos paradoxes et tout ça. Et dans son spectacle, justement, je trouve qu'elle l'explique bien et elle en rit super bien de dire: «Ouais, même quand tu es féministe, en fait, tu continues d'avoir des trucs qui sont de la misogynie internalisée ou qui sont, tu sais, issus du patriarcat, même jusque dans tes fantasmes, même jusque dans la manière dont tu as envie de baiser». Enfin, elle explique plein de choses, je cite ses mots, hein, j'insiste.
elle explique plein de choses qui sont très bien. D'ailleurs, sur ces sujets de fantasmes qui finalement, sont des choses qui nous sont induites, il y a aussi le livre de «Désirer la violence» de Chloé Thibault qui est très bien, que je vous conseille également. Et puis même Noémie parle de nos seins en plastique. Bon, bah, voilà, moi je suis complètement concernée. Donc, je trouve qu'en fait, elle en parle très bien et avec beaucoup d'humour et c'est rare. Je trouve que c'est rare de voir, des femmes, pas que des femmes, mais qui justement, utilisent un peu tous ces codes-là et assument super bien parfois c'est même pas un paradoxe en fait. C'est pas un paradoxe, c'est juste en fait qu'on se réapproprie les codes, et que parfois, ben, en fait, on se rend compte que jusqu'au bout, on est matrixé. Donc elle, elle dit patrixé. Et donc, bah, moi, ça m'a fait me dire: «Ah, en fait, OK, c'est ça qu'il faut que je me dise, c'est que je suis une femme matrixée et que j'apprends à sortir de la matrice, en fait». C'est un petit peu ça. Et donc c'est ça que j'avais envie de vous faire passer. Donc je suis allée chez elle, on s'est rencontrés. En plus, voilà, très, très, très bon feeling et vous allez pouvoir écouter, on a eu une super conversation et je lui ai demandé. Je lui ai demandé plein de choses, si elle avait toujours été féministe, si elle avait déjà été matrixée, comment on fait? Voilà, donc moi je suis une femme matrixée qui essaye de sortir de la matrice et du matrixage. C'est ce que j'essaye de vous faire suivre depuis, 3 ans maintenant. Donc j'espère que ça vous plaît et je le fais tout en douceur pour essayer d'être et accessible et en même temps parce que je continue d'avoir peur sur ces sujets-là, mais c'est pas une raison pour me taire. Me voilà. Donc je vais vous laisser écouter la discussion qu'on a eue et je voulais également vous dire merci parce que sachez que vous contribuez énormément à justement l'ouverture d'esprit que je peux m'offrir en fait depuis toutes ces années-là. Je parle d'une personne parmi vous d'ailleurs pendant l'épisode, vous verrez. Vous m'apprenez beaucoup de choses, vous m'aidez à me faire remettre en question. Alors non, c'est pas quand on m'attrape par le col en fait que ça marche comme ça parce qu'on m'attrape souvent par le col et d'ailleurs sur ces sujets-là, c'est ce qui fait que j'ai autant peur, c'est que j'ai peur de me faire attraper par le col et de nouveau me faire attendre au tournant et cetera alors que, ben, je suis pas parfaite. Ça, je trouve que c'est pas productif, mais c'est pas tellement ça, c'est plus qu'en fait, la manière dont vous me soutenez, dont vous accueillez parfois les sujets qui sont nouveaux, l'évolution de mon contenu permanent et vous me faites passer des infos, parfois pour étayer ce que j'ai, comme eau à mon moulin, si vous voulez, pour m'apporter plus d'infos, pour m'aider à me remettre en question ou parce que vous trouvez que c'est en lien avec mon contenu et que vous trouvez que ça pourrait apporter de la nuance ou du détail ou de l'enrichissement ou quoi que ce soit, bah, voilà, je voulais vous dire merci pour ça, puis surtout pour, les DM, les mails et cetera. En fait, vous contribuez vraiment à ça, en fait, à cette évolution. C'est vraiment, voilà, je sais pas si je me serais ouvert aussi, largement sur ce sujet-là, si j'avais pas fait ce métier-là, en fait. Parce que j'aurais pas été confrontée aux mêmes choses et que j'aurais pas autant dialogué avec autant de femmes, pas eu autant de DM, pas eu autant de mails et cetera, qui fait que j'aurais pu comprendre autant de problématiques différentes, en fait, que les femmes peuvent vivre et c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de souvent pouvoir lire vos problématiques, vos situations de vie, vos transformations qui fait que voilà, ça m'aide à m'éduquer, à m'ouvrir sur plein de sujets. Donc, voilà, je voulais vraiment vous dire merci du fond du cœur et je vous laisse écouter l'épisode. Tu toujours été féministe? Mais pas du tout. Ah non, 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 moi je reviens alors peut-être pas d'aussi loin que toi. Ouais, ça c'était mérité. Non, mais parce que c'est toi qui me l'as dit, je me serais pas permis. Mais non, je reviens de loin quand même. D'abord, le fait d'être une femme, c'est la seule discrimination que je subis, puisque je suis blanche, je suis une personne cis, je suis, bah, a priori plutôt hétéro, parisienne, bourgeoise, mince, enfin Tu rentres dans donc toutes les cases, voilà, je rentre qu'il dans toutes faut. les cases qu'il faut, donc j'ai pu, traverser la vie jusqu'à un certain point, en privilégié total et sans me poser aucune question. D'autant que mes autres privilèges venaient compenser les discriminations que je pouvais avoir en tant que femme, mais je me rendais pas trop compte. Et puis, je travaillais pas dans une entreprise avec enfin, tu vois, j'étais plus ou moins, préservée. Et puis, c'est quand je suis arrivée à France Inter, en fait. Donc vraiment, je m'étais jamais posé la question du féminisme, ni du sexisme, mais ever, quoi. Ça me rassure de t'entendre ça quand même, mais on en reparlera. Et j'avais, plus de 30 ans. OK. Tu vois, j'avais plus de 30 ans et vraiment et pour moi, si tu me disais féministe, j'imaginais, une meuf poilue qui fait: «Hé, mort mec!» Enfin, tu vois? Non, mais pour moi, c'était ça, quoi. Ouais, la féminisme extrême, Ouais, ouais. voilà, et diplomate, les lesbiennes, les enfin, tu vois, c'est vraiment ça que je pensais et j'arrive sur France Inter, dans l'émission de Frédéric Lopez, je galère, j'ai du mal à trouver mon flow et tout et Fred, pour m'aider, me dit un jour: «Mais en fait, toi, tu es intéressante et tu es drôle quand tu es en colère. Donc vas-y, raconte-moi chaque semaine au micro ce qui t'a mise en colère dans la semaine». Donc c'est ce que j'ai commencé à faire et en fait, au bout de, je sais pas, 5-6 semaines, très vite, on s'est rendu compte que tout ce qui me mettait en colère était lié à mon genre. C'était toujours des injustices liées au genre, quoi, toujours. Soit que j'observais, soit que je subissais, mais c'était toujours, pour cette raison-là, quoi. Et donc le mot féministe est arrivé, mais je l'ai refusé. J'étais: «Ah mais non, pas du tout, je suis pas en guerre contre les hommes, ça va, je les aime, qu'est-ce qu'il y a?» Tu vois?
et à tel point que j'avais inventé le mot fémininiste. OK. Parce que je voulais pas être féministe, quoi, tu vois? J'étais: «Ah non, non». Et aussi truc important parce qu'à un moment, on a évoqué la chirurgie esthétique là tout à l'heure, mais à ce moment-là, donc j'avais pas d'enfant, j'avais, des une petite poitrine, j'étais célibataire et j'avais tous mes complexes, physiques, d'adolescence qui étaient encore enfin, tu vois? J'avais justement, je cochais pas les cases, sociales de la réussite en tant que femme OK. et donc qu'on me traite de féministe, j'ai l'impression que c'était ouais, bah, genre, la meuf en gros, elle est célibataire, elle est machin, elle est frustrée, c'est pour ça qu'elle est féministe. Donc tu vois? Et c'est pour ça que je vraiment je refusais ce truc-là, je voulais pas. Et puis petit à petit, c'est passé 2 choses en même temps. La première, c'est que le fait d'être identifiée féministe sur France Inter, j'ai commencé à recevoir des centaines de messages d'auditeuristes et notamment d'auditrices qui me partageaient leur ex et j'étais là: «Mais dans quel monde on vit, quoi? Ah ouais. Dans quel monde on vit?» J'hallucinais des expériences des autres, Ouais. que moi je vivais pas. Et puis j'ai commencé à cocher des cases. Je me suis mise en couple, j'ai fait un enfant et puis en étant, enceinte, d'un coup j'ai eu les cheveux super longs, enfin j'ai eu une espèce de je sais pas de féminité nouvelle, tu vois? Un truc qui pour moi était, voilà. Quelque temps après, je me suis fait faire les seins et puis j'ai fait un spectacle, qui s'appelait Féministes pour hommes dans lequel je faisais, du burlesque, des striptease et d'un coup je me suis dit: «Ouais, en fait, maintenant que je coche toutes les cases, je peux leur faire un gros doigt et leur dire: "Ouais, en fait, je suis féministe. Qu'est-ce qu'il y a?"» En fait, c'est ce qu'on se disait aussi comme tout à l'heure en off, c'est utiliser les codes Ouais, qui sont appréciés, léchés, qui brossent tout le monde dans le sens du poil pour mieux faire passer des messages, pas en cheval de Troie, mais mais un petit peu. ouais, bah, si, hein, moi, cheval de Troie, j'adore ça fait enfin, c'est Ouais, complètement ça, ouais. c'est à ça que me sert Chloé Bloom, c'est ce que je t'expliquais aussi en Ouais, privé, ouais. OK, ouais, c'est génial c'est ça ouf. et donc ouais, il s'est passé ces 2 choses-là et enfin et une troisième qui est l'expérience de la maternité. Alors moi, mon expérience, affective, physiologique, émotionnelle et tout, enfin, c'est l'expérience intime, disons, elle a été merveilleuse. J'ai adoré ça. L'expérience politique a été atroce. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de comment notre société traite les femmes enceintes, les mères, les mais c'est tu peux pas savoir. Enfin, je veux dire, entre la Servante écarlate et Ouais, oui, enfin, on est pas ouais, enfin, oui, franchement, on c'est est pas pas si loin, non, pas si déconnant. non, non, c'est vraiment c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tombes enceinte, tu bascules dans une zone de non-droit, où tu n'es plus une femme enceinte, une artiste enceinte, une sœur enceinte, une, conseillère enceinte. Non, tu es une femme enceinte Enfin, en un ça seul mot et tu n'as plus droit à rien. Il y a plus de médicaments pour toi, il y a plus de transport en commun pour toi, il y a plus de métier pour toi, il y a plus d'argent pour toi, il y a plus rien pour toi. ouais, c'est comme très révélateur du statut qu'on attribue, à la femme et du rôle qu'elle est censée Mmh. jouer au sein de notre Ouais, société, ouais. sachant qu'en plus on t'y pousse. C'est-à-dire que: «Mais pourquoi tu as pas d'enfant?» «Bah, en fait, j'ai pas d'enfant parce que j'ai pas envie qu'on me traite comme de la merde». D'autres questions? Oui. Oui, oui, puis c'est ce qu'on se disait en off aussi, c'est toujours plus problématique, dans l'état d'esprit collectif, une femme qui veut pas d'enfant, c'est sûrement qu'elle a un souci et qu'elle a pas tout réglé. Moi, c'est un truc que j'entends souvent. Peut-être on me demande, «Tu as déjà creusé un peu pourquoi est-ce que tu voulais pas d'enfant?» Moi, c'est un truc qu'on me dit souvent. «Mais sérieux, tu as Mais déjà?» moi, j'en rigole. Ouais, ouais, on se lance un Je mais dis: peut-être que tu as pas tout résolu, puis tu ferais une bonne mère. «Mais Alors, c'est pas du tout une raison pour en avoir. tu sais, toi, tu ferais un bon esclave, je peux pas essayer?» «Toi, tu as une bonne tête d'esclave, quoi. Allez, bah, vas-y». Non, mais ils sont fous les gens, Ouais. franchement. Donc ça, l'expérience de la maternité, j'ai été c'est allé atroce, insurgée Mais m'insurger, merci. Ça m'a insurgée, vraiment, révoltée. J'étais mais de tout le monde, hein. Mon ouais, entourage proche, bien sûr. mon entourage lointain, la société, le monde, les gens dans la rue, le Ouais, tout. tout. Enfin, c'est-à-dire que comme ils savent qu'on va pas arrêter d'être enceinte, par exemple, tu sais, ouais, c'est sur tous les médicaments, il y a écrit: «Ne convient pas aux femmes enceintes». C'est pas que ça convient pas, c'est qu'ils n'ont pas fait les tests. Oui. Ils veulent pas dépenser l'argent pour des tests, parce que de toute façon, on sera enceinte. Ils en ont rien à foutre. Ouais. Non, mais et quand tu comprends, tu es là: «D'accord» et puis aussi quand tu vois tu sais que tu as une poussette dans le métro: «Oui, bah, prenez, Paris 100 vélo». Alors non, déjà, voilà et puis le métro, bah, non, non plus. Enfin, en fait, tu as pas le choix. Donc c'est comme le grand réveil et tu te dis: «Mais putain, dans quel monde on vit?» Ah ouais et là, je deviens vraiment en colère, quoi. Je deviens vraiment en colère, mais comme parallèlement à ça, j'ai coché les cases de la féminité et cetera, qui me permettent de dire: «Non, c'est pas parce que je suis aigrie, en fait, il y a pas de problème. J'ai un mec, je suis aimée, j'ai des amis, je suis sexy, j'ai des gros nichons, et non, non, t'inquiète». Donc si je dis que je suis pas contente, c'est que je suis vraiment pas contente. OK. Je te fais une pause ici parce que c'est que justement ce truc qui m'intéresse et c'est aussi pour ça que c'est avec toi que je voulais discuter de ça. Est-ce que tu il y a un moment donné où tu l'as un peu ressenti comme une dissonance cognitive? Parce que moi, j'en suis à ce stade-là, tu sais, de cocher toutes les cases un peu patriarcales de, la fille qui est jolie, qui a les seins refaits, enfin, tu vois, des succès, visibilité, féminité, machin et cetera et à côté de ça, d'être insurgée, d'être énervée, d'être, de percevoir en fait toutes ces injustices-là. Alors moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off,
moi déjà je vois à quel point j'ai contribué à ça, en plus de ça, donc s'ajoute, la culpabilité, la honte et cetera, mais que je déconstruis tout doucement. Mais même au-delà de cette culpabilité, cette honte, je me sens quand même dans une dissonance cognitive dont je rigole maintenant, mais tu vois, encore hier, j'étais avec mon mec, en train d'aller regarder des trucs de make-up et cetera, et mon mec en rigolant me dit: «Alors chérie, tu vas encore céder à toutes ces injonctions féminines de la beauté et de l'industrie cosmétique?» tu vois? Oh, mais j'ai fait: «Eh ouais bébé, je suis complètement matrixée», tu vois? Et du coup, on en rigole. Et du coup, c'est vrai que moi, je me sens dans une dissonance cognitive. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as vécu comme ça ou au contraire, tu l'as vraiment vécu que comme une force de, bah, ouais, je coche toutes vos cases et malgré ça, j'ai quand même les yeux ouverts et je vois ce truc et j'ai envie d'en parler? Alors déjà, ça dépend des sujets. Par exemple, sur les poils, tu peux pas savoir comme je suis heureuse de m'être épilée au laser avant d'être féministe. Comme ça, Je me dis la bête, tu mais je remercie le ciel d'avoir été, con suffisamment longtemps et de pas parce que si je devais me poser la question aujourd'hui, si je devais aujourd'hui aller chez l'esthéticienne tous les mois, me faire arracher les poils du huc à la serre chaude, ouais. en fait, je pense que je ne pourrais pas, je ne supporterais pas de céder ça au patriarcat, de céder cet argent, ce temps et cette douleur et en même temps, je ne pense pas que j'assumerais d'avoir des poils sous les bras et des poils sous les jambes. Enfin, les poils sous les bras, si, justement, grâce à plein de comptes, Instagram féministes qui commencent à démocratiser ces images-là et cetera, je pense que ça, j'aurais réussi à m'y faire. Mais les poils sur les jambes, j'aurais je enfin, là, aujourd'hui, si c'est je serais pas capable d'assumer et je trouve ça, lamentable. Enfin, je m'en veux, je serais nulle, je peux mais c'est la vérité, c'est que là, je serais pas capable d'avoir les jambes poilues. Alors qu'en vrai, en plus, je suis avec un mec, avec qui je pense que tout est négociable. Enfin, tu vois, il est C'est tellement les mecs au final, c'est aussi le regard extérieur de tout, de les réseaux sociaux. rien de soi-même, tu crois que c'est toi. Enfin, Ouais, tu ouais. comme tu dis, on est tellement patrixés, c'est tellement rentré à l'intérieur de nous que nous-mêmes, on se voit à travers, ces lunettes-là, quoi. Ouais. Tu sais que donc j'ai fait ce truc, laser également et c'est une réflexion que j'ai régulièrement quand j'ai des mes copines qui me disent qu'elles vont se faire épiler. Je suis la première à dire: «Mais si vous saviez, mais gardez vos poils». Moi, j'aurais tellement aimé, avoir, le même pas de l'audace et du courage, en fait, mais juste avoir l'esprit assez lucide pour garder mes poils. Ouais. Mais en réalité, je sais qu'aujourd'hui encore, je serais jamais capable, si j'avais pas fait l'épilation laser, d'assumer le regard extérieur Mmh. là-dessus, ça, c'est sûr. Je crois que c'était en 2018, j'entreprenais déjà en ligne et j'envoyais des newsletters tous les dimanches à ma communauté et tu sais, je donnais des conseils bien-être, beauté au naturel et tout Ouais, ouais. ça et j'ai fait une newsletter sur les poils et sur l'épilation. Et donc j'expliquais les différentes possibilités qu'on avait de s'enlever nos poils, donc l'épilation, le rasage, nos petites recettes de cire naturelle au sucre et cetera. Et c'est tout, tu vois? Genre juste vraiment comment ça va nous 1er degré. ouais, complètement premier degré et je me rappelle, enfin, tu vois, 2018, je reçois un message d'une abonnée, super bienveillante, hein, qui me dit: «Chloé, il y a un truc qui m'a dérangée dans ta newsletter, tu as même pas envisagé l'option possible de juste garder ses poils et de pas se les enlever». Et je me rappelle que ma réaction, ça a été de me dire: «Putain, on m'attrape tout le temps par le col de la chemise, ça fait chier, c'est jamais assez, c'est jamais parfait et cetera et en même temps, il y a personne qui veut ça», tu vois? Et tu sais que ça fait plusieurs années maintenant que moi je m'ouvre à ces problématiques-là, je repense souvent à ce moment-là, en me disant: «En fait, j'ai pas su le saisir non plus pour me dire que peut-être qu'il aurait fallu, tu sais, que je twiste, mon esprit», mais maintenant que j'y repense, je me dis: «En fait, c'était quand même une évidence» et de, c'est hyper courageux de contacter, une nana qui a complètement intégré ce truc de s'enlever ses poils, patriarcal, misogyne, tout ce que tu veux et lui dire en fait, bah, tu es patrixée. Ouais. Tu vois? Tu es patrixée, tu as pas envisagé une autre option par là et je me rappelle plus du nom de cette nana parce que j'aimerais lui dire merci, mais c'est vrai que du coup, moi, ma communauté m'a fait avoir beaucoup de déclics. C'est aussi, comme je te disais tout à Ouais. l'heure en off, c'est aussi des gens de ma communauté qui m'ont écrit pour me dire, «Chloé, le la notion de féminin sacré, c'est quelque chose qui est sexiste et qui est raciste, il faut que tu te renseignes dessus». Donc tu vois, c'est ma communauté qui m'a aussi beaucoup aidée à ouvrir les yeux. Mais oui, cette histoire de poils, j'y repense souvent et je me dis: «Qu'est-ce que j'aurais fait maintenant?» C'est ça. Parce qu'avec le laser, ça aurait pas été envisageable. Mmh. C'est fou, hein? Ouais. Donc voilà, il y a des endroits où effectivement, je pense que j'aurais été en dissonance, voilà et après, il y a, une lecture, il y a un mec qui s'appelle Raphaël Liogier, Emmanuel Liogier, qui a théorisé un truc super intéressant. En fait, il parle des communautés, noires américaines en disant, en fait, c'est comme si les noirs américains avaient refusé de parler anglais parce que c'était la langue des colons, la langue des oppresseurs et en fait, non seulement ils ont pas refusé, mais ils ont pris cette langue pour en faire leur culture avec le rap, le hip-hop, le gospel, enfin, avec toute cette culture-là, en fait, qui est, de l'américain détourné et adapté et qui fait leur force. C'est-à-dire qu'au lieu de transformer, ils ont transvalué. Ils n'ont pas changé le contenant, ils ont changé la valeur qu'ils mettaient dedans et ils comparent ça aux femmes en disant:
aux femmes qui se mettent des talons, enfin qui se rendent sexy et cetera et c'est pareil, on peut bien sûr que ça vient bien sûr que se mettre des talons, que s'épiler, que montrer ses seins et cetera, bien sûr que ça, ce sont des codes patriarcaux. Mais c'était il y a très longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut chacune et collectivement, décider qu'on s'empare parce que j'imagine que tu l'as testé toi aussi, évidemment que dans cette société, on a beaucoup plus de pouvoir quand on est belle. On a Mmh. beaucoup plus de pouvoir quand on est sexy. Enfin moi, je vois bien Et quand on joue avec les codes tout court et mais quand ça voilà, rentre évidemment dans les bien sûr, mais je vois bien les jours où je suis maquillée, pimpée et les jours où je le suis pas, beh, enfin je veux dire, et mais je le vois avec, n'importe qui ou tu vois même comme mon frère là en ce moment il est chez moi, on scrolle, sur les vidéos et cetera et donc moi je suis plein de personnes et une des premières réflexions que plein de gens, que ce soit hommes et femmes, confondus quand ils découvrent quelqu'un sur Instagram, c'est: «Ah elle est belle» ou «Ah elle est moche». c'est ça. Et ça joue, c'est terrible, mais ça joue sur le temps d'écoute, ça joue sur toutes ces choses-là. Bien sûr, C'est terrible. c'est fou, hein et donc effectivement, si tu peux enfin lui, il dit en gros s'habiller, s'habiller sexy, utiliser ces outils-là, c'est une manière de s'empuissancer puisque c'est Mmh. une manière de prendre enfin, je de la même manière que tu vas prendre soin de ton outil, tu vas le travailler, bah, là, tu te donnes du pouvoir. Je veux dire, en te mettant des faux seins, tu investis dans, ton pouvoir, social, public, enfin de tu vois? Ouais, ouais. Hem, C'est comme si tu te réappropriais quelque chose qu'on t'a volé. C'est un sujet dont je parle beaucoup autour de la sensualité. J'ai une formation aussi là-dessus. C'est vraiment un truc dont je parle, c'est comment est-ce qu'on va se réapproprier notre sensualité. On n'est pas obligé forcément de suivre les codes qui nous sont imposés, avec, des trucs qui sont soi-disant sensuels. Mais je pense que la sensualité, ça fait aussi partie quand même de nous et ça passe par de la sensorialité, c'est hyper important et se réapproprier ça, c'est pas forcément être uniquement une femme, patrixée comme toi tu mmh, dis. C'est aussi se dire, en fait: «Je me réapproprie et je me repossède quelque chose qu'on passe notre temps à, juger, soit c'est mal, soit c'est sale, tu es la pute ou la sainte», c'est tout le temps ce truc-là et là, je me le réapproprie en me disant: «En fait, qu'est-ce que je vais en faire? Ça fait partie de moi, il y a rien de honteux, il y a rien de mal à ça et qu'est-ce que j'en fais? Comment je me donne du pouvoir avec ça?» C'est un peu le même sujet, j'avais pareil avec ma sœur en plastique. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai Non, mais oui, je sais. et en vrai, enfin grâce à cette réflexion, tu vois? Enfin, ce mec a initié une réflexion chez moi qui rejoint ce que tu viens de dire, qui est qu'en fait, la seule chose, c'est qu'est-ce que tu t'es réapproprié, enfin, je qu'est-ce que tu subis et qu'est-ce que tu as choisi? C'est tout. Bien sûr qu'on vit dans ce monde-là, enfin, je c'est comme les quotas, par exemple. Enfin, tu Oui, vois? oui, Bien sûr que je préfère bien un sûr, monde sans bien sûr, quotas, bien évidemment. sûr. Mais là, au point où on en est, en fait, on n'a juste pas le choix. Ouais, ouais, bien Bien sûr. sûr que je préférais qu'il y ait pas de d'amende, pour les excès de vitesse. On n'a juste pas le Pas le choix. choix. Donc il y a un moment, il y a un principe de réalité qui fait qu'on doit s'adapter, voilà. Donc là, on est qui on est dans ce monde-là, à cet instant T et donc maintenant, je pense que tout ce qu'on fait, quoi que ce soit, à partir du moment où c'est, choisi, à partir du moment où c'est embrassé, alors c'est OK et ça va contre, aucun féminisme et puis de toute façon, ça c'est un autre argument que j'ai, c'est comme si on disait aux mecs, qui portent des pantacourts: «Non, non, bah, c'est trop moche, tu pas le droit de vote». Voilà. Bah, tu vois? Non, hein, c'est interdit les C'est pantacours. clair, c'est juste une Bien, mais c'est pareil. Pourquoi est-ce que des meufs avec des faux seins n'auraient pas, la la légitimité. légitimité de demander des droits? Enfin, je veux dire, peu importe. On veut juste des droits, on veut pas, tu vois? Et mais quid de la légitimité de justement porter ta parole sur ces sujets-là? Moi, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, parce que moi, je suis encore dans ce truc où justement, je reçois encore des critiques là-dessus et puis je m'autocritique là-dessus en me disant: vu d'où je viens, je suis pas vraiment légitime à pouvoir adresser des sujets comme ça». Mais de ouf, tu es hyper légitime. Non, mais Tu es toi, justement, comment t mais même toi, tu l'es enfin, pour moi, tout point de vue est légitime à partir du moment où il se reconnaît le point de vue, à partir du moment où il est, honnête. Enfin, tu vois? Enfin, c'est comme, tu as parlé de enfin, moi, je peux parler du racisme, je peux parler de choses comme ça, mais si j'en parle, il faut toujours que je dise d'où je parle. ouais, bien Je sûr. parle d'une point de vue d'une privilégiée, d'une femme blanche qui n'a jamais connu le racisme, qui ne connaîtra jamais, qui ne pourra jamais se substituer à l'expérience des personnes racisées et cetera. Voilà et à partir de là, je peux parler. Je peux parler de mon expérience de privilégiée. Je peux parler de tous ces angles morts, toutes ces choses que je vois pas, tous ces comportements racistes que j'ai malgré moi, de ce que j'aimerais faire, encore, ce que j'arrive pas à faire. Enfin, je peux parler de tout ça. En revanche, si effectivement d'un coup je me mets à dire, «Oui, le racisme machin et cetera, les pers» bah non, c'est mort. Calme-toi. Non mais tu vois? Calme-toi bébé. Et moi, je pense que c'est pareil, tu vois? Toi, tu es à un endroit en plus qui est super intéressant parce que tu as, comme tu disais, un pied dans un monde, un pied dans l'autre. Tu peux incarner une passerelle, tu vois, pour plein de femmes qui, sont en chemin. Tu vois? Et leur dire: «Bah, voilà, moi, je suis sur le chemin, je suis à un endroit du chemin et même si je suis juste 1 mètre devant toi, bah, je peux t'aider. Je Ouais, suis 1 mètre devant». ouais, ouais et je suis aussi à 10 mètres derrière et donc aidez-moi dans le sens où il y a beaucoup de prise de conscience C'est aussi beau aussi là-dessus, ça, tu ouais. raison. Ouais, ouais, ouais. De demander de l'aide aussi. Ouais. Ouais. Ouais, 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 bah, complètement parce que finalement,
Je sais pas si, nos communautés, elles s'en rendent compte, enfin, toi et moi qui sommes exposés, où on est beaucoup dans de la transmission, beaucoup dans de l'inspiration et cetera. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ce qu'ils nous disent, leur feedback et les réflexions qu'ils ont suite à ce qu'on peut apporter et les réflexions qu'ils ont tout court et comment ça va impacter les choses, c'est des choses qui nous font énormément bouger. C'est ce qui nous font je sais pas si toi c'est genre ouais, je pense aussi, ouais, après ça te fait beaucoup bouger, ça te fait beaucoup remettre en question sur, la manière dont tu expliques les choses, la manière dont tu veux, avoir certains formats pour transmettre certaines choses, comment est-ce que ça doit être entendu et on en revient en permanence enfin moi je sais que je reviens beaucoup à ce truc-là de me dire: «Comment est-ce que je peux arriver à faire passer une notion qui est pas grand public, qui va pas être appréciée par le grand public, mais en la rendant grand public?» En gros, voilà, comment est-ce que je fais avaler une pilule je sais pas si c'est de la manipulation, mais je sais pas. Mais on en revient à ce truc-là et du coup, c'est vrai que du coup, moi, je sais que la communauté m'apprend beaucoup là-dessus, justement, sur comment est-ce que je vais apprendre à transmettre ça et comment est-ce qu'il faut que je bouge, dans ma tête et cetera pour, être un peu plus en cohérence. Puis même aussi comprendre, enfin moi je sais que notamment sur toutes les questions d'identité de genre, enfin moi je suis d'une génération où on disait les transsexuels, enfin Bah, réellement moi aussi. Voilà, oui, bah, complètement. et je me souviens très bien de ce premier post où justement je parlais de ces sujets-là et j'essayais d'être une alliée et où je dis transsexuel et où le Tu te fais message démonter. non, je hyper gentil, mais vraiment justement très gentil, il y a une personne trans qui me dit: «Ah tu sais maintenant on ne dit plus tellement transsexuel, on dit voilà». «Ah bon? Oh là là, mon Dieu» et vraiment et je remercie vachement ma communauté d'à chaque fois me guider, dans tous les domaines que je connais pas parce que je suis pas concernée, d dans ma chair, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper beau que tu puisses l'accueillir, enfin, que toutes les personnes quand on nous fait des remarques comme ça, qu'on soit en capacité de l'accueillir. Parce que je sais que c'est pas tout le temps le cas et on en discutait un peu en off, tu sais, moi, je commence à ressentir ce truc parfois de passer pour un relou. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Tu sais, de ressentir que tu étais relou malgré le fait que tu as quand même pour toi, le fait que tu rentres dans plein de cases et que quand on voit bien que tu es pas, une relou. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tu représentes pas ce que beaucoup de gens ont comme cliché dans la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même ouais, où tu sentais que tu étais relou, où les gens te considéraient comme étant la féministe relou de base qui fait chier, qui est trop révoltée, qui est trop en colère, qui a sûrement un souci à régler? Alors tu vas pas aimer, ma réponse vu là où tu en es. Vas-y, attends, je j'attends. Bah, c'est que, comme toi, j'ai opéré un shift et donc les gens qui étaient là avant, bah, ils ont pas supporté Oui, voilà, et ils ont dégagé voilà, c'est pas et plus mal. et aujourd'hui, j'ai quasiment plus personne en commun OK. et Là, effectivement, tu parles c'était de quoi? De ta vie perso? bah, ouais. Bah, ouais, ouais et c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, la réaction de tout mon entourage, c'était: «Oh la relou, oh on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, Ouais, ah et c'est vrai, les pauvres quand ceci». même. J'étais enfin, c'était l'enfer quoi. J'étais vraiment, mais même dans enfin, il y a un employeur qui m'a fait un coup de pute, mais enfin, au point qu'on a le prud'homme et cetera. Enfin, j'étais dans mon bon droit. L'intégralité de mon entourage j'étais là: «Oui, il faut le comprendre». Bah, personne enfin, c'était j'ai le nombre de trahisons, mais vraiment sexistes, purement Ouais, sexistes, mais je vois que j'ai subies et où tout le monde prenait enfin, j'étais la relou. C'est comme, tu sais, tu te fais marcher sur le pied dans le métro et tu cries: «Aïe!» et tout le monde te regarde: «Oh, je suis moins fort». Voilà. Je dis: «Bah, en fait, je vais me faire marcher dessus» ouais, ouais. et ben, moi, j'ai vraiment vécu ça pendant 2 3 ans avec un entourage hostile et l'impression que j'étais folle. Enfin, il y a presque un truc de gaslighting, tu vois? Oui, Tu mais es là, c'est du gaslighting. tu sais, mais les gens me disent que je suis folle, je suis relou, je suis insupportable, et pareil dans le travail: «Ah Noémie, elle est hyper exigeante, elle est insupportable, c'est impossible de travailler avec toi», tout ça parce que, bah, oui, pardon, c'est moi qui dirige. En fait, c'est moi qui ai écrit le truc, c'est moi qui le mets en scène, je sais ce que je veux faire. Tu un peu la source du truc quand même, quoi, donc Ouais, mais non, j'étais quand même relou. J'étais quand même la relou qui donne des ordres, qui enfin, ça a été mais horrible. c'est un truc de fou quand même le gaslight qu'on peut subir, Ouais. et en plus, il y a un truc qui est utilisé, c'est, beaucoup, que ce soit dans le féminisme ou dans d'autres choses, parce que là, ce que tu racontes, moi, ça me fait le parallèle avec, du revenge porn que j'ai vécu quand j'étais au lycée, Non. qui a été, un jour je trouvais le courage d'en parler un peu plus longuement, mais j'ai eu ça et en plus c'était suite à ma première relation et ça a été extrêmement dur de le quitter parce qu'en fait, j'avais très, très peur des représailles et donc il s'est avéré qu'il y a eu des représailles et des harcèlements, menaces de mort pendant 2 ans. J'étais au lycée et j'ai perdu tout le monde. J'ai perdu tous mes potes parce que j'étais la victime d'un truc et qu'en fait, c'était vraiment, exactement comme ce truc du pied dans le métro. J'étais relou, je faisais pas ce qu'il fallait, le mec me harcelait, se ramenait dans des soirées où moi j'étais et du coup, tout le monde m'en voulait que le mec se ramène à des soirées où moi j'étais pour me harceler et tu vois, ça, c'est des choses dont je prends conscience que depuis 4 ans et c'est justement ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est le fait de travailler sur ces traumatismes-là qui m'a fait ouvrir les yeux, me fait me rendre compte qu'en fait, j'étais sacrément en colère parce que je vivais des injustices qui étaient liées à mon genre. C'est ça, il y a 4 ans, moi, qui m'a vraiment fait ouvrir Mmh. les yeux et donc en fait, on en revient à ce même truc, c'est que la plupart du temps, quand tu veux dénoncer des injustices ou juste quand tu veux effectivement, suite à une agression ou tout, qu'on te marche sur le pied, te rebeller,
il y a ce truc de gaslight, de toute façon, tu es la relou ou tu es dans un discours victimaire. Ouais, Il y ah a bien sûr. énormément ça. Oh, ces femmes qui se victimisent, elles sont chiantes. Non, elles se victimisent pas, elles sont victimes, c'est pas pareil en fait. Et puis c'est toi qui fais moins quand même. Ah oui, c'est ça. Et puis, rendez-moi qui se plaint? Voilà. Qui dit on peut plus rien dire? Ouais, c'est fou ça, hein. Donc ça t'avait passé pour la relou, OK, 3 ans de difficultés, Ouais mais et tu as reconstruit un entourage du coup oui, plus mais intense. 9. C'est-à-dire 9. que 90 des gens qui m'entouraient à ce moment-là, soit m'ont quitté violemment, soit ont disparu petit à petit, soit je les ai moi chassés, mais il y a plus personne, quasiment. C'est-à-dire que et là, aujourd'hui, alors ça, c'est la bonne nouvelle, j'ai un entourage extraordinaire. C'est-à-dire que là, mais jamais, jamais, mais ni de près ni de loin, je ressens, qu'on me fait passer pour la relou. Au contraire, je suis Ouais. entourée de gens qui sont, fiers de moi, du fait que je ferme pas ma gueule, que je me bouge, que enfin, tu vois? Des gens qui me soutiennent, que j'influence et qui m'influencent, ouais, vraiment, enfin, tu vois? Et mon mec, par exemple, enfin, tu vois? Donc qui est un homme qui a pas été même lui, alors qu'il y a des endroits où on n'est pas d'accord tout de suite, tu vois? Où ça le heurte, où Évidemment, c'est ouais. et ben, jamais, mais jamais une demi-seconde, il m'a trouvé relou. Au contraire, il m'interroge. Enfin, tu vois? Il me pose des questions, on discute. On discute, 8 heures s'il le faut, mais à aucun moment, il se dit: «Oh, écoute, on va pas parler d'autre chose». Ouais, ça, mon ex m'avait dit ça quand même. Ouais, non mais en fait, ça C'est j'essaie fou, de hein. faire le pareil parce que donc tu sais, je te disais, ça fait 10 ans que je suis en C'est pour ça que je dis: «Tu vas pas aimer ce que» mais non, beh, c en fait, nous, ça fait 4 ans que justement on est dans ce truc de déconstruction et du coup que lui aussi, donc ça fait plus exactement 3 ans que ça s'est énormément intensifié et cette transition-là dont tu parles, moi, ça fait 3 ans que je la vis, donc c'est pas très grave, j'ai un entourage qui se reconstruit aussi, mais du mais coup, tu je l'as la dit vis au avec sein de mon lui. couple. Ah, c'est beau. Douloureux et beau, mais c'est ouf. En vrai, c'est Mais, ouf. C'est j'espère. en vrai, c'est ouf. Parce qu'on est passé d'une relation où en effet, lui pouvait me dire des trucs du genre: «Et si allez, j'ai pas envie de m'embrouiller, passe à autre chose. Tu juste relou, tu juste envie de me prendre la tête, j'ai pas envie du conflit». Donc me donner ce genre de discours à des trucs aujourd'hui, tu vois, qui sont «Ça me fait chier, c'est dur, mais je sais que tu as raison, je suis pas dans le corps d'une femme, je ne connais pas ce que ça fait. Si tu ressens ça, c'est légitime, explique-moi». Et là, il Il est finit formidable cet homme. ah non, mais oui, enfin, c'est devenu un allié, mais tu vois, ce truc de déconstruction, on le vit même au sein du couple et on se le dit aujourd'hui et je lui ai encore dit, la semaine dernière: «Je pense que si je te rencontrais aujourd'hui comme tu étais il y a 10 ans, jamais de la vie je me mettrais avec toi. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, j'aurais pas pu tomber amoureuse de toi, c'est impossible, impossible». Donc c'est ça se il y a des gens qui peuvent rester, tu vois? Moi, je me dis: «C'est c'en est la preuve». Très bien. Non, en plus, il y en a quand même, hein. Je te dis, non, c'est tu vois, il y a quand même des personnes qui sont restées, mais très, très peu, vraiment C'est chaud. Mais il hyper faut peu. qu'ils soient prêts Ouais. à entendre, les choses, à se remettre en question. Je sais plus qui c'est qui en parlait de ça et qui disait: «Si tu n'es pas en colère à propos de certaines inégalités, c'est que tu es du bon côté et c'est que c'est du côté des privilégiés», tu vois? Et donc c'est une vraie question, je faisais: «Tu es en colère ou pas?» «Non». «OK, bon, Bon, bah, tu privilégié, donc on en parle». Et ouais, c'est comme ça pour toutes les causes, bien sûr. tu vois? Ah, j'aime bien ce barème parce que ça permet effectivement Mais ouais, si tu es pas en colère, c'était mon côté, c'est tout, quoi. ouais et pour tout, ça marche pour tout, ça marche vraiment pour toutes les causes qui convergent en plus Ouais. donc ouais, c'est un sacré truc. OK, donc tu as déjà été la relou. Ouais, non, ça la relou, la folle, l'hystérique, mais et ce qui est fou, c'est que là, rien que d'y repenser, la colère remonte. Tu vois? Alors que c'était un bout de temps quand même maintenant. C'était, ouais, c'était il y a 10 ans et la colère est presque, intacte quand je repense à certaines personnes, à certaines situations, Parce que c'est de que je suis l'injustice. mais c'est tellement injuste, c'est tellement injuste, quoi. Vraiment, ouais, ouais et à la fois, je suis aussi pleine de reconnaissance, parce que pour le coup, j'ai rien choisi. C'est vraiment l'univers, tu vois, qui a fait ce ménage et qui a amené d'autres gens, extraordinaires. Enfin là, pour le coup, là, mon entourage, il est ouais. Pépite. Ah ouais. Moi, j'aimerais te poser une question sur la colère parce que, comme je t'en partageais un peu avant qu'on s'enregistre, ça fait 2 ans plus précisément que bon, ça fait 3 ans que je fais un peu passer mes messages en soum-soum et que j'ai très peur, hein, d'affirmer mes opinions plus féministes. J'ai vraiment très peur. C'est un truc qui me fait vraiment peur. Et peur personnellement ou peur par rapport à ton business? Plus personnellement, D'accord. aussi pour le business, faut être, très nuancé là-dessus évidemment. Plus Bah, c'est tu as important. peur pour mon image, ma réputation, des choses comme ça. Mais j'en ai peur, même personnellement. J'en ai peur avec mes proches et cetera. Je pense que j'ai peur de perdre plein de choses, en fait. Mais bon. Ça fait 3 ans que j'y vais tout doucement. J'ai commencé par faire passer les choses un peu en soum-soum, un peu améliorées, puis là, j'y vais un peu plus franchement, puis de plus en plus et cetera.
Et une des choses donc que je reçois beaucoup de la part de la communauté depuis que je fais passer ces messages-là et particulièrement depuis 2 ans et puis même peut-être aussi depuis le procès Mazan et cetera, c'est donc des messages de femmes de la communauté qui me disent qu'elles aussi ressentent de plus en plus cette vague de colère, d'injustice, qu'elles commencent à s'insurger, à s'ériger un peu contre ces choses-là et que ça commence à du coup à affecter leurs relations, que ce soit des relations amicales, leurs relations de couple, et cetera. Et un des premiers réflexes qu'elles ont, c'est justement de se dire: «Je suis en colère». La 1re question qui vient et d'ailleurs c'est la première question que j'avais posée à ma psy, hein, il y a 3 ans: «Est-ce que je vais être en colère toute ma vie?» du coup, parce que je suis c'est impossible de pas être en colère quand tu commences à Ouais. ouvrir les yeux sur, l'aspect systémique du truc. Donc c'est aussi des questions que les femmes me posent, de me dire, «Je suis tellement en colère, est-ce que ça va cette colère va durer toute ma vie? Qu'est-ce que je dois faire de cette colère?» et surtout, il y a une question qui ressort qui est: comment je fais du coup pour ne plus être en colère? Parce qu'en fait, moi, je veux préserver mes relations. Moi, tu connais mon opinion là-dessus et je pense que ma communauté aussi, mais du coup, j'aimerais t'entendre. Tu as fait quoi de ta colère? Tu fais quoi de ta colère dans ces moments-là? Bah, moi, j'ai une chance énorme, c'est que je suis artiste. Donc ma colère, j'en ai fait un spectacle, puis un deuxième, des vidéos, 3 livres, tu vois? Et c'est-à-dire que ma colère, je l'utilise, pour, réveiller les gens, pour transmettre, pour alerter, donc j'ai une chance inouïe parce que non seulement elle a disparu, enfin ça je ne suis plus en colère, enfin je ne la subis plus. Si, je suis en colère, Tu l'as transmute en fait. mais voilà, je la subis plus. C'est Mmh. plus un truc qui me machin et effectivement je la transmets dans quelque chose de positif et d'humain et tout donc mais je pense que même pour des personnes qui sont pas, artistes, je pense que l'idée d'en faire quelque chose, c'est nécessaire. En fait, si tu en fais pas quelque chose, c'est elle qui va faire quelque chose de toi, quoi. Ah, vous avez entendu, donc là, c'est moi qui hésite, mais c'était mot pour mot ce que je répète dans tout C'est vrai? l'épisode, ouais, même mot pour mot. Elle me dit toujours en fait, je dis toujours et les gens qui écoutent le podcast le savent, tout ce que je fais, moi, ça part d'un sentiment de colère énorme qui est lié à des injustices et je me enfin, c'est ouf, hein, parce qu'on en a pas rediscuté, mais je me suis rendu compte avec les années que c'était beaucoup d'injustices liées à mon genre et liées à des traumatismes de violences sexuelles, en fait. Mais du coup, j'ai toujours entendu toute ma vie que j'étais trop en colère et qu'en plus, pour une nana du dev perso, machin, c'est pas ouf, enfin, tu vois? Voilà et je dis souvent, en fait, que tout ce que j'exprime ça part d'un sentiment d'injustice et de colère très souvent et que c'est le moyen pour moi de m'alléger. Ouais, de m'alléger, mais c'est aussi le moyen pour moi de me soulager, de faire, un peu plus de place, mais de me dire, en fait, que c'est pas dans le vide et dans le vent et que ça permet d'impacter le monde et donc c'est je sais que j'ai même créé une formation là-dessus, hein. En gros, quand tu ressens un truc qui te bouscule et de l'injustice et cetera, c'est très sain et donc c'est comment tu vas faire pour le projeter dans le monde, pour, en faire bouger des choses, te servir pour impacter donc je dis toujours: «Les femmes, si vous êtes en colère, faites-en quelque chose parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses». On a besoin de femmes en colère en réalité. Ah ouais, bien On a sûr. vraiment besoin. La colère, c'est enfin moi, parce que comme toi, je savais pas qu'on avait 5 ans, mais moi toute ma vie, on m'a dit, parce qu'avant avant ma conscience féministe, j'étais déjà très, très en colère. C'est Oui, existe moi c'est aussi. ça, je suis en colère depuis toujours et j'ai toujours considéré que c'était un défaut. On m'a toujours dit que c'était un défaut, j'étais trop en colère, qu'il fallait que je règle mon problème de colère et cetera et cetera et comme toi, j'ai compris 40 ans plus tard que c'était lié à des violences, sexuelles et j'ai compris que cette colère, elle m'avait sauvé la vie, mais au sens littéral. Ma colère m'a sauvée. Sans ma colère, je serais morte de dépression, de chagrin, de folie, de je ne sais quoi, mais je j'aurais pas tenu. C'est un moyen de survie. C'est un moyen de survie et j'ai appris d'ailleurs plus tard qu'en fait la colère n'est pas une émotion à proprement parler, c'est juste une expression de la tristesse. Et c'est un moyen de prendre du recul avec quelque chose qui est toxique et dans lequel tu peux pas rester. Il ne peut absolument pas rester. Ouais, Et c'est aussi un moyen de ne enfin, je sais que dans mon cas, ça a été aussi un moyen de ne pas me mettre dans une posture de victime et ça m'a empêché de reconnaître que j'étais une victime pendant longtemps, en me disant: «Bah, ce qui s'est passé, c'est sûrement de ma faute». Tu vois? Donc la honte, la honte, la honte. Mais ça m'a permis de prendre du recul et de continuer à avancer et cetera plutôt que de me laisser abattre, je crois, ouais. Bon, j'espère que tout le monde entend ce truc. moi aussi et là, du coup, je boucle avec un truc puisque tu m'as interrogé tout à l'heure sur la chirurgie esthétique et cetera. Il y a aussi un lien, tu sais, avec les violences sexuelles et le besoin ensuite de reprendre un pouvoir sur son corps à travers les tatouages. Je vois que tu es comme moi, tu en as partout. La chirurgie esthétique La et danse, cetera, la la danse, la sensualité, je sensualité, sais. vraiment. Donc tu vois, il faut aussi qu'on se pardonne, enfin, tu Ouais. vois, quand bien même enfin, moi, je te dis, j'ai fait la paix de toute façon avec ça et je vois pas de dissonance, mais quand même, ça serait difficile pour certaines personnes d'accepter ça. Dites-vous bien que, enfin, on fait comme on peut et que la plupart des femmes qui ont recours à ce genre de choses, c'est pour, des raisons, sexistes, patriarcales, violentes, et qui ont le droit de mettre en colère, quoi. Ouais, merci de le dire. Je pense que, c'est quelque chose que je dis souvent, on n'a pas de plus en plus, mais on n'en a pas encore beaucoup, des modèles de femmes qui sont plus âgées que nous, qui, disent ce genre de choses-là. Moi, j'ai beaucoup entendu le contraire. J'ai Mmh. entendu très jeune, dès que j'étais pubère, que, moi, il fallait pas que je m'habille trop court parce que sur moi, ça allait faire vulgaire, qu'il fallait pas que je sois comme ci, pas que je sois comme ça.
Donc ça fait enfin, tu sais, même là, Mmh. je suis en face de toi, ça fait du bien d'entendre, voilà, ce genre de choses et de dire, en fait, toutes les femmes, on a quand même toutes ce truc en commun, on vient quand même du même endroit et qu'en effet, si vous voyez ce genre de chirurgie, de choses comme ça, plutôt que de, plutôt que de critiquer parce que là, Ouais, donc je suis en train même de revoir des situations que je vis avec mes potes qui body shame, en fait, tu vois, d'autres nanas parce que oui, elles sont trop refaites soi-disant d'après leurs standards. Bah, c'est ouais, mais posez-vous la question de pourquoi, en fait. C'est pas de la faute de l'individu, il faut se rappeler qu'on est dans un système. mmh mh. Ouais et je me le dis à moi aussi parce que, je peux comme tout le monde aussi, d'un coup avoir des réflexes, ouais de body shaming, sur des femmes que j'estime pas d'un coup dans les Ouais, ouais. alors que non, non. Ou alors dans ces cas-là, je me shame moi-même en fait. Ouais, ouais, bah, de Enfin, toute façon, ça vient du même endroit. Si tu avais, pour clôturer, si tu avais 3 choses à partager, spontanément aux femmes qui peuvent justement vivre un peu dans cet entre-deux comme moi. Donc moi je prends, je suis très preneuse aussi. Tu sais, de ce truc de je commence à me déconstruire depuis 3 4 ans, du coup, bon, je vis de la colère, je vis toutes ces choses-là. Comment est-ce que je traverse cette transition? Comment est-ce que je fais face, à des choses qui me révoltent? Par exemple, tu vois, moi, il y a des trucs qui me révoltent, c'est le mansplaining et le gaslighting. C'est vraiment des choses que je vis tous les jours avec mon métier et que je vis très mal. Voilà, donc pour une nana comme moi, et il y en a plein dans la communauté, si tu devais, partager 3 choses, c'est ce que tu veux, je sais pas, des astuces, des anecdotes, des conseils, des conneries, je sais pas. bah, enfin pour moi, ce qui m'a le plus aidé et qui m'aide encore le plus pour à la fois, justement, canaliser la colère, et être capable d'empathie, comprendre les gens et avoir une attitude bienveillante, c'est mon propre trajet. Moi-même, j'ai dit de la merde il y a 10 ans. Moi-même, je pensais que nanana, enfin, donc voilà. Donc déjà tous les gens qui sont plus jeunes que moi, bah, c'est OK. Enfin, tu vois? Bah, ils ont eu moins de temps que moi pour, réfléchir à ces trucs-là, donc déjà, c'est OK. Toutes les personnes qui enfin et après chacune fait à son rythme, mais en tout cas, si moi, je me pardonne et si moi, je sais bien que je suis quelqu'un de bien, et j'en suis là aujourd'hui alors que je viens de là-bas, alors c'est OK pour tout le monde. Mais ça veut dire que c'est OK pour tout le monde, aussi pour les hommes qui mansplainent, les hommes qui enfin, tu vois? Ouais, 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 ouais. Heu Ouais, ouais, complètement. et ça, je trouve ça enfin, vraiment cette espèce de truc de miroir, je le trouve formidable. Un deuxième truc aussi qui m'aide, enfin, quand j'ai des très grosses colères, enfin, notamment, parce que donc moi je vis en France et vraiment on est pas aidés et je veux dire à chaque fois que l'actualité, tu vois, politique se fait machin, j'ai envie de claquer des gens. Enfin, j'ai envie de physiquement taper des gens. Genre, je les hais. Enfin, tu vois, je Des les pulsions hais. de violence, Ouais, quoi. mais vraiment des pulsions de violence. Et ce qui est horrible, c'est que je suis évidemment comme impuissante. Je vais pas aller taper, le président de la région de PACA, qui ferme les subventions à court trajet parce qu'ils ont dit l'écriture inclusive. Je vais pas, claquer, Macron pour l'ensemble de son œuvre. Je peux pas. Donc je suis, impuissante et ça peut générer beaucoup de colère, et de frustration et le truc que j'ai trouvé, qui me calme un peu, c'est je revois l'histoire du racisme, même si on est très, 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 très loin d'être arrivé, mais je veux dire, il y a quand même moins d'un siècle, on disait que les noirs n'avaient pas d'âme, Ouais, ouais. que c'était des sous-êtres, et on les réduisait à l'esclavage, enfin voilà. Et aujourd'hui, même si le racisme est vraiment encore, enfin c'est hyper, hein, Omniprésent. omniprésent, mais Présent. malgré ça, aujourd'hui dans les livres d'histoire, aujourd'hui Mmh. les classes politiques dominantes, tout le monde regarde les colons en disant: «Ah mon Dieu, horrible personne». Donc il y a des noms de gens, tu vois, dont on enlève les statues, des gens, on dit: «Ah mon Dieu, ah mais et leurs enfants, ont honte, de d'avoir de enfin, que ça Mmh. soit leur tu vois? Et du coup, parfois, j'ai presque pitié de gens comme Macron. Je dis: «Mais il ne se rend pas compte que dans, j'espère, moins de 50 ans, en fait, il sera la risée des générations. Les gens se moqueront de lui, on aura honte». Enfin, il y aura genre dans les livres d'histoire, on dira: «Et le pauvre connard qui était pas capable», enfin, tu vois? Enfin, Ouais, ouais, donc tu prends vraiment du recul, à l'échelle de plus d'une voilà, vie et tu je passe dis: vraiment en «Chose bouge», méta, quoi. c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, parce que mais même sur les avancées, féministes, les choses bougent. Tu Les choses bougent et c'est ce qui fait qu'on garde espoir et l'autre fois, j'entendais, le nom d'un sociologue, français, une interview à la télé, je me rappelle plus de son nom malheureusement, qui expliquait que, toute la bro team là, les Trump, et Netanyahu et cetera, en fait, ils sont déjà tous has-been. Ils sont déjà tous has-been parce qu'en fait, les choses, elles bougent, les choses, elles évoluent, les prochaines générations, elles évoluent, donc on se raccroche à ça et ça je suis d'accord avec toi, ça aide un Ça te tout fait du petit bien. peu Ouais. à faire du bien quand on se sent profondément Mmh. impuissante, ouais. Ouais, c'est-à-dire c'est enfin, peut-être que nous, on le vivra pas, Ouais, mais l'histoire saura, quoi. ouais.
tu vois? D'avoir été du bon côté, enfin, quel que soit notre niveau, tu vois, d'implication sociale, mais tu vois, de défendre ce qui nous semble juste, de nous insurger, Mmh. pour reprendre le mot que tu as employé tout à l'heure, que j'adore, tu vois? De pas se laisser faire et cetera, de dire: «Non, en fait, c'est pas, on n'est pas OK avec ça», de se révolter, Ouais. même si on n'en voit pas les bénéfices tout de suite, même si on peut avoir l'impression que ça sert à rien, c'est pas vrai. Ça sert et puis ça, enfin, ça pour, les générations à venir, quoi. Mmh. Ouais, ça je te regarde, ça inspire, ça m'inspire et je trouve en plus particulièrement que, l'art et la one woman show que tu es, je trouve que c'est une manière de faire passer des messages qui sont très impactants, en faisant vivre beaucoup d'émotions aux gens. Et je pense qu'à travers les médias, l'art, le spectacle, le divertissement et cetera, toutes les personnes, quelle que soit l'échelle qu'on utilise, on contribue à faire bouger les choses, voilà. Donc c'est aussi, bon, donc déjà merci à toi, c'est clair, mais je pense que ça aide vraiment à garder espoir. Te dire en fait, regarder dans les médias, les spectacles, l'art et cetera, les choses elles bougent. Même si ça paraît Ouais. lent, les choses elles bougent. Non, Et non, une charrette accroche voilà, mais ouais, mais ouais, ouais, non, si, si, ça bouge. Ça bouge et puis on fait le il y a tellement de micro-initiatives magnifiques, ouais. de communautés de femmes, d'alliés, enfin, ouais, ouais, il faut essayer de se raccrocher à ça, un Moi, le max. fait de vivre à l'étranger, ça me fait aussi me rendre compte que les choses en France bougent. Ah. Ah, Ouais, c'est cool ça. ouais, Ouais, de là où tu es, tu dis: «Ouais, quand même, ouais. ça». Ouais. Bah, tu sais, donc tu sais, je te parlais de Bali. Beaucoup de gens ont la vision de Bali, c'est trop beau, c'est spirituel, les Balinais sont trop gentils et cetera. Tout ça, c'est vrai, c'est sûr. Mais il y a plein d'autres trucs que moi je vois, plus du tout du même œil aussi. Je vis là-bas depuis plusieurs années. Une Balinaise, elle a quasiment pas de droits, tu vois? Elles sont propriétaires de terre, bah, elles n'auront jamais le droit de faire ce qu'elles veulent de leur terrain, de le vendre, de le louer, de quoi que ce soit. Oui. Ben, c'est elles les propriétaires, mais c'est un homme de la famille qui doit prendre les décisions pour elles. Par exemple, quand 2 Balinais, se marient, donc ils doivent se marier, vraiment très jeunes et c'est obligatoirement, avant d'avoir des enfants parce que si tu es en couple et que tu es pas marié, il y a des contrôles de police et cetera. Ouais, ouais, non, c'est une dinguerie, mais ça personne n'en parle parce que Bali, c'est voilà, Bali, c'est génial, mais Des il y a contrôles de fautifs? ouais, 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 il y a des trucs vraiment à Peut-être à du sexe hors mariage? ah non, non, c'est complètement interdit. Ah non, non, c'est complètement interdit. Il y a des descentes de flics dans des hôtels, et pas qu'à Bali, même à Jakarta et cetera. Ouais, ouais, non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et là, il y a des projets de loi qui sont en train de passer pour interdire tous les contenus LGBT et cetera sur les réseaux. Ouais, non, non, l'homosexualité est interdite, Oh! non, 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 c'est un truc de fou et il faut en parler, tu vois, de ça et même, par exemple, quand 2 Balinais, se marient, si, dans les couples hétérosexuels, enfin, évidemment, parce que le couple Oui. homosexuel est interdit, si donc le conjoint, meurt, la femme n'aura jamais le droit de se retrouver, un époux ou une épouse, alors que l'homme, lui, pourra si sa femme décède. Donc tous les jours, les Non! épouses prient de ne jamais perdre leur mari tôt et jeune, quoi, sinon, leur vie est ruinée, quoi. Leur vie sexuelle est ruinée, leur vie amoureuse est ruinée. Voilà, non mais oui. Donc bon, voilà, ça tu le sais quand tu commences à discuter avec des Balinais, des Indos, mais c'est pas, voilà, il y a plein de trucs qui sont vraiment incroyables, mais il y a aussi des choses comme ça qu'il faut connaître, quoi. Donc c'est, moi le fait de Oui. m'éduquer sur ce genre de choses-là, puis même quand je vivais au Mexique, le fait de vraiment, m'immerger, voilà, avec des Mexicaines, tu te rends compte aussi qu'il y a certains pays dans lesquels ça bouge un peu plus que dans Mmh. d'autres. Et voilà, je me dis en France, il y a plein d'initiatives et plein de choses qui bougent et ça donne beaucoup d'espoir. Mmh, c'est cool. Ouais, et la troisième chose? Si vous avez un projet d'enfant, il faut le savoir. Et d'ailleurs même si vous n'en avez pas, pour les femmes autour de vous. Il faut vraiment savoir, il faut se rendre compte, se renseigner de ce qui se passe, autour de la maternité. Mais que ce soit, donc comme je disais, comment on traite les femmes pendant qu'elles sont enceintes et cetera, que ce soit l'accouchement, les violences, obstétricales et gynécologiques qui sont, Lunaire, mais c'est c'est lunaire, lunaire. c'est complètement lunaire. Enfin ça, c'est-à-dire que, vous n'avez jamais à vous mettre nu pour un examen gynécologique, sauf si machin, vous ou un ou une médecin n'a pas à mettre ses doigts dans la chatte d'une adolescente qui est encore vierge, pour un premier examen. On n'a pas à mal parler aux gens, on n'a pas à faire des commentaires sur le physique, on a enfin, c'est-à-dire, que ce soit pour vous, vos enfants et cetera, enfin, faites extrêmement attention avec tout ce qui est, gynéco, enfin, renseignez-vous vraiment sur, les des groupes de praticiens, praticiennes qui font ça autrement. Enfin, il y a notamment en France un truc qui s'appelle le groupe Naissance, qui rassemble plein de professionnels de la santé gynéco, autour du respect des femmes. Que ce soit pour vous-même, si vous avez un projet d'enfant, ou pour, votre fille, qui est en début de parcours, enfin de vie, puberre et qui va vraiment, c'est pas un truc à prendre à la légère, en fait. En fait, c'est le nerf de la guerre.
Je veux dire, la vraie, seule et unique différence, biologique entre les hommes et les femmes, c'est ça. Et tout se situe là. Genre tout part de là, tout arrive là, tout enfin, le but ultime et la base, c'est, la procréation. C'est fabriquer des générations, c'est se reproduire. C'est vraiment et en fait, on a tendance à oublier que, bah, «Oh, faire un enfant, ah ouais, chez gynéco», en fait, c'est ça dont il s'agit. C'est la chose la plus importante, socialement. Donc faut pas minimiser et si vous avez le quelque pouvoir que ce soit parce que vous êtes, un ou une sage-femme, infirmier, infirmière, gynéco, obstétrique, enfin, si vous avez le Ouais, le moindre pouvoir pouvoir, dans la communauté ah en ouais. plus, donc ça tombera pas dans l'oreille de Mais personne. ouais, ouais, vraiment, enfin, faites vous avez une responsabilité énorme entre les mains. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de détruire la vie d'une personne en une consultation, comme vous avez le pouvoir, de la sauver en une consultation. Vraiment. OK. On a beaucoup de personnes dans les auditeurs qui travaillent justement dans le domaine de l'accompagnement ou de la santé, des médecins urgentistes, des kinés, des sages-femmes, on en a énormément et c'est vrai que c'est donc moi j'ai pas ce recul, que toi tu as évidemment, mais c'est, des témoignages qu'on a aussi régulièrement. C'est: «Je me sens impuissant, je suis enfermé dans un système, je voudrais que ça se passe autrement, la relation client, machin et cetera». On sent qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous consulter qui ont, comment je peux dire? Qui ont même plus en main la responsabilité de leur propre santé en fait, et qui ont pas conscience de tas de trucs et cetera donc Mais c'est vrai que là, je suis injuste parce que je dis ça comme si, ces professionnels de santé avaient tout entre leurs mains. Mais effectivement, mais la plupart du temps, ils ont pas les moyens et voilà, il y a enfin, vraiment d'autres problématiques en ouais, fait en je réalité. sais bien que c'est Il y a des par gens responsabilités à sous-payés et tout tout. niveau. Mais voilà. Mais en tout cas, si il y a un moyen, quel qu'il soit de pallier, Ouais. ce manque, budgétaire colossal, c'est Mais bon, voilà. la malléabilité et puis les violences, sexistes pendant les examens, c'est pas juste le système quoi, tu vois? Il y a plein de trucs. Enfin, les violences sexistes, non, mais l'amabilité parfois, Oui, oui, non mais c'est bien vrai que tu vois, quand tu es et tu 4 6 accouchements en même temps que tu es en et garde. puis même le manque de formation psychologique dans certains, métiers, dans le médical en fait, tout simplement, hein. Ça, c'est ouf. Psychologie 0, bah ouais, bien sûr. 0. Ça me Non mais le vaginisme, c'est le stress. Tu vois? Ce genre de conneries quoi. non, Faut pas ça, c'est ma voilà. chatte, en fait. Merci beaucoup Noémie. Pardon, c'est une belle phrase. On va continuer là-dessus, ça me définit. Merci Chloé, bon merci Noémie. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je pense qu'il y en a plein qui te connaissent. Il y en a qui te connaîtront peut-être pas et moi je trouve que tu es une très belle, porte d'entrée, si je peux dire ça comme ça, vers, non mais tu sais, vers un féminisme qui est, accessible, qui est intelligible, qui est audible, qui est sexy, qui est tout ça. Donc où est-ce que c'est le mieux pour les gens qu'on te retrouve? À part le spectacle qui est incroyable, ça allez t'en Alors ouais, pour les gens qui sont à Paris, il y a le spectacle, ouais, c'est qui est à la Gaîté Montparnasse et sinon sur mes réseaux sociaux, où j'ai un site aussi, où il y a 2 livres, que j'ai écrits, enfin il y a le texte de mes spectacles ouais. et un autre livre. Mes spectacles vont vraiment, vraiment le coup. Tu refais une tournée, l'année prochaine? On a quelques dates de tournée, mais on est à Paris surtout. OK, Ouais, OK. à Bon, partir de début octobre. bah, génial, merci. Merci à toi, Chloé. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était long, mais vraiment, voilà, c'est une discussion que je trouve qui est toujours, riche. On prend ce qu'on a envie de prendre, ce qu'on peut prendre à l'heure actuelle et si jamais, vous avez vraiment, kiffé l'énergie de Noémie, je vous encourage encore une fois à aller voir son spectacle. C'est voilà, c'est génial, c'est du rire aux larmes, des larmes au rire, c'est génial et c'est vraiment pas culpabilisant et c'était vraiment tout le but de cet épisode donc j'espère que ça vous aura plu. De mon côté, je vous embrasse, puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode qui a rien à voir, parce que quand même, faut pas pousser le nez dans les orties. Je suis OK avec le fait de parler de ces sujets-là, mais laissez-moi faire à mon rythme. Voilà. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bye.